Regardez les images qui viennent d'arriver effectivement avec beaucoup de manifestants. Comment ça va se passer, Jackie? Comment ça peut se passer là pour les coureurs en tout cas? Alors, sur les ondes de Radio Tour, c'était pas très net, mais je crois que Radio Tour a annoncé à toutes les équipes et surtout à tous les coureurs de ne pas monter. De ne pas monter au bus, de ne pas monter sur la ligne d'arrivée. Il n'y aura pas de podium. On rappelle le mouvement de masse des manifestants. Ce n'était pas sur la ligne d'arrivée, ce n'était pas dans le dernier kilomètre, mais c'était environ à 3 kilomètres de l'arrivée. Là où les bus, d'ailleurs, étaient installés. Donc je vois pas les coureurs monter au milieu, évidemment, de tous ces manifestants. Évidemment, on pense à quelques coureurs qui ont des maillots bleus et qui se verraient là rejoindre leur bus au milieu des manifestants. C'est impossible. Donc il va falloir trouver une solution, une parade. On a vu que les organisateurs ont réussi à faire une arrivée, à être très forts. Et je pense qu'ils vont continuer à être très forts. Après, il y a toujours des solutions. On peut toujours, au dernier moment, rappeler des bus locaux, je sais pas, pour mettre les coureurs, parce qu'on le voit, il a plu quand même. Les coureurs n'ont pas vraiment de quoi se changer. Ils ne peuvent pas aller se doucher dans leur bus. Donc on va trouver des solutions de fortune. Les coureurs vont se réfugier dans les voitures des directeurs sportifs qui sont là. Il y a peut-être des assistants qui étaient dans la dernière bosse pour donner des ravitaillements qui vont vite arriver aussi pour mettre dans les voitures les coureurs. Donc voilà, c'est une solution d'urgence. Mais je ne vois pas les coureurs en effet monter à leur bus. Les bus, à mon avis, vont être bloqués pendant un bon moment. Donc ils ne pourront pas rejoindre leurs coureurs d'ici de nombreuses minutes. Ça doit pas être évident, David, quand on est coureur, parce que là, c'est pas la première fois que ça arrive depuis le début de cette Vuelta. On rappelle qu'à Bilbao, il n'y a pas eu de vainqueur. Là, il y en a un, mais on le sait qu'en dernière minute. C'est-à-dire que ça arrive très tard, cette information. Ça chamboule quand même énormément le côté sportif. Oui, et d'ailleurs, je pense qu'il y a pas mal d'équipes maintenant qui vont aussi peut-être baser leur stratégie sur ce qui peut arriver. Voilà, il y a des écarts. Au moment quand l'étape va pouvoir se dérouler, il va falloir en profiter parce qu'on ne sait pas ce qu'il peut y avoir le lendemain. Donc ça peut arriver dans une étape clé. Je sais pas, moi, demain, à la Bola del Mundo, on peut avoir des manifestations. Donc ça, je pense qu'au niveau tactique, il faut que ça rentre en ligne de compte. Et certaines stratégies, si on a prévu de reprendre du temps, il va pas falloir repousser au lendemain. Louis-Pierre, est-ce que vous avez de plus en plus d'informations? Pas plus, je sais que vous cherchez, je vous vois chercher les infos. Non, je regarde surtout les classements. Je voulais voir un petit peu où avait terminé Félix Gall, qui a priori aurait cédé une minute, a priori, au groupe Maillot Rouge. Il perd une minute, mais est-ce que si on était allé au sommet, il n'en aurait pas perdu 3 ou est-ce qu'il aurait gardé le même écart? Oui, la course, évidemment, est faussée. Et au même titre, on peut se demander, est-ce que Brio-Roland... Est-ce que Brio-Roland, ce que j'allais vous dire, pour la victoire d'étape, bon... Landa et Bernal, Brio-Roland aurait peut-être terminé 3e, mais il n'aurait pas terminé à 7 secondes comme ça a été le cas. On a vu que Brieux, malheureusement, dès que la route s'élevait, était un peu en difficulté, ne parvenait pas à suivre Landa et Bernal. Donc il aurait peut-être fait 3, mais beaucoup plus loin du duo de tête. On va dire sur le classement en lui-même, ça change pas grand-chose. Je pense qu'on allait avoir un duel dans les 8 derniers kilomètres entre Landa et Bernal, et derrière les places d'honneur. Après, il y a en effet le cas de coureurs comme Félix Gall qui aurait peut-être perdu beaucoup plus. On aurait peut-être eu aussi dans ces 8 derniers kilomètres, pourquoi pas, des attaques dans les 5 premiers du classement général, même si je pense qu'on avait quelques doutes. Donc quelque part, sportivement, ça change pas grand-chose. On savait de toute façon que le vainqueur de l'étape était dans l'échappée, et les deux plus forts de l'échappée se sont disputés la victoire. Alors peut-être ce serait inversé si on était arrivé là-haut, mais voilà, on a un beau podium, 2 coureurs expérimentés, oui. Et le gamin qui dernière fois sur la 12e étape qui a buté pour 15 secondes, là pour 7, malheureusement Brio-Roland. Que dire justement de ces 2 Français, Louis-Pierre, parce qu'ils étaient quand même avec des gros noms, que ce soit Egan Bernal, Mikel Landa, et ils ont tenu la dragée haute, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah oui, ils ont tenu la dragée haute déjà, d'être capables de suivre. C'est vrai que c'est Mikel Landa qui est le premier à attaquer de cette échappée de 17, on se demande un petit peu ce qu'il fabrique.
Et puis ensuite, c'est Bernal qui y va et les deux coureurs de la Groupama FDJ, Brieux Roland, tout jeune coureur, Clément Brazafonso qui a un peu plus d'expérience quand même. On rappelle, il a couru pour l'équipe Philippe Wagner-Bazin, il a ensuite rejoint l'équipe CIC Nantes Atlantique. C'est sa première saison avec la Groupama FDJ, mais on savait qu'il y avait un talent chez ce garçon. Ils jouent sans complexe, vraiment, les deux, ils sont là dans la cour des grands, on est en 3e semaine de grand tour et on se pose pas de questions, on y va. Et David Gaudu le disait ce matin en interview, ils ont peur de rien. J'allais dire, Brieux Roland, il était à Chapela, mais Clément Afonso, lui, il crève. Donc il aurait été au sprint, et Egan Bernal et Mikel Landa, c'est quand même pas des foudres de guerre au sprint, donc il y avait quand même moyen d'aller chercher la victoire d'étape. Donc je pense que lui, il doit avoir des regrets quand même. Ah oui, non, mais oui, c'est vrai qu'on parlait de Brieux, mais Clément, il a été énorme. Quand vous avez dans les ascensions des Egan Bernal, des Mikel Landa, on ne les présente plus. Et Clément, on ne l'a jamais vraiment senti en difficulté avec Bernal, ni avec Landa. On aurait aimé, évidemment, le voir jouer la gagne face à ces deux coureurs expérimentés. Il avait les jambes, de toute façon, pour terminer avec, ça c'est sûr. Mais cette crevaison a été terrible pour Clément. Voilà, je pense que ça va être dur pour lui. On est au sommet de la dernière bosse, l'Alto du Prado. C'est un col de 2e catégorie. Je peux vous assurer que Landa et Bernal, ils n'ont pas amusé la galerie. Et Clément, voilà, sans aucun problème, était en leur compagnie. Puis voilà. Il risque d'avoir quelques. On le rappelle, à 8 ouais. km de l'arrivée. Oui. C'est écrit 16, mais on est à 8 km de l'arrivée. Il reste que de la descente. Et puis malheureusement, la voiture de la Groupama FDJ bloquée par les autres coureurs qui étaient juste derrière n'est pas derrière Clément. C'est vrai que si la voiture est juste là, eh bien, il peut éventuellement changer de vélo rapidement. Et pourquoi pas faire la jonction, mais là, dépannage neutre, changement de roue, 8 km de l'arrivée, que de la descente, terminé. Il a même vu Brieux Roland certainement le passer. Et il doit se contenter malheureusement d'une place d'honneur. Je n'ai pas vu combien il faisait. Clément. 5 après. Ouais. Exact. On va faire dans quelques instants un point sur le classement d'étape. C'est vrai qu'il va avoir certainement de gros regrets, Clément Brazafonso. Regardez ces images du direct avec les coureurs qui sont donc sur la ligne d'arrivée, la 2e, à 8 km. Pas celle qui était prévue initialement. On vous rappelle qu'on a donc fait cette arrivée à 8 km de l'arrivée initiale à cause des manifestations et des manifestants qui étaient sur place entre ces 8 km et la ligne d'arrivée initiale. Donc un vainqueur cette fois, il s'agit d'Egan Bernal. Et là on se demande effectivement comment les coureurs vont pouvoir regagner les bus ou comment les bus vont pouvoir arriver aux coureurs. Effectivement, donc pas d'interview malheureusement, on n'aura pas de réaction. Puisque on vous le rappelle, voilà, on ne peut pas arriver directement aux coureurs et Thomas Biel fait tout son possible. Peut-être qu'on en aura un petit peu plus tard. Il est certainement en train d'essayer de passer un peu partout pour atteindre les coureurs. Non, mais voilà, ces images parlent d'elles-mêmes. Voilà, on a les coureurs qui, après la ligne d'arrivée, j'ai envie de dire, sont à l'ancienne. On a l'impression de retourner dans les courses de village quand on courait en mini mais cadet. On se change entre guillemets au cul de la bagnole. On peut pas aller dans les voitures. Il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Il n'y a que les voitures de directeurs sportifs qui, pour l'instant, sont placées. On accueille tous les coureurs qui arrivent progressivement. On sort, pas des affaires sèches entre guillemets civiles. On sort les impairs qui sont placés dans les voitures de directeurs sportifs. Bon, on prend ça avec humour, puisque tout s'est bien passé pour évidemment tous ces coureurs, tout s'est bien passé pour ici Jonas Vingegaard qui garde sa tunique rouge. Et qui remercie Ben Tullet qui arrive sur les images puisqu'il a fini avec le vélo de Ben Tullet, Jonas Vingegaard aujourd'hui. Ça change les choses. Lui aussi, il a crevé. Oui, on sait qu'il y a des processus très stricts pour les coureurs après l'arrivée, les boissons de récup, etc. Tout est au sommet. Oui. Les assistants, ils sont au sommet comme avec Thomas Biel. A priori, aux dernières informations, on me souffle dans l'oreillette que les bus ont été autorisés à partir. Après, combien de temps ils vont mettre pour descendre, bon, ça c'est autre chose. Et a priori, c'était un petit peu chaud quand les coureurs sont arrivés. Voilà. Pour les spectateurs, c'est top là. Pour le public, là, il voit les coureurs de très près. Ceux qui étaient restés à Viborne, ils sont bien. Ils n'étaient pas nombreux quand même. Il n'y a pas un petit bar là, un petit chocolat chaud ils ne voient plus ça après. Il y a des maisons chez l'habitant. Peut-être qu'ils vont ouvrir leurs portes. Sait-on jamais. On serait en Belgique, mais tout le monde aurait ouvert ses portes. Oui, évidemment. Bon, on n'y est pas. C'est un troquet pour du jus de cerise, il a peut-être une chance d'avoir quelques coureurs.
On a vu des étapes perturbées. On voit que les manifestations sont de plus en plus dures. Une étape sans vainqueur. Cette étape aujourd'hui écourtée à 8 km de l'arrivée initiale. Est-ce qu'on peut continuer comme ça, David? Mais c'est vrai que chaque étape, on a quelque chose. Il y a 48 heures, c'était la chute de Rivière-en-Aude, qui d'ailleurs n'est pas partie ce matin, Oui. avec un manifestant. Bon, à l'Angliru, ça s'est plutôt bien passé, même si l'échappée a été gênée, mais tous les jours, il se passe quelque chose. On a l'impression qu'en Galice, c'est un petit peu chaud, donc on n'est pas à l'abri. Alors, est-ce que ça peut continuer? Ça fait une semaine que ça dure, la Vuelta continue, on veut quand même préserver un intérêt sportif, donc il faudrait que certaines étapes encore de montagne aient lieu. Mais c'est sûr que, bon, après on a compris que l'équipe Israël Premier Tech n'allait pas se retirer, donc c'est quand même compliqué pour les organisateurs, pour contenter tout le monde, et on espère que ça va pouvoir aller jusqu'au bout et que l'intérêt sportif soit préservé, qu'il n'y ait pas tout le temps des étapes tronquées, mais ça, on ne peut pas le certifier encore. C'est possible que ça s'arrête, que ça s'écourte, cette Vuelta, Jackie? Alors là, aucune idée, mais c'est vrai qu'il faut se réinventer lorsqu'on est organisateur, on ne prévoit pas, on trouve toujours à ce moment des solutions. On sait que les forces de l'ordre sont nombreuses, mais c'est quand même pas facile de tout contrôler sur 190 km. C'est sûr, vous faites une manifestation sportive dans un stade, vous arrivez avec les forces de l'ordre, vous arrivez facilement à contrôler d'éventuels manifestants. Là, c'est incontrôlable. Parce que ça peut arriver à tout moment. On a vu l'autre jour ce manifestant qui sort du bois, et qui met en péril des coureurs. J'ai aucune idée si on arrivera à tout contrôler, si ça monte en puissance. On l'a vu, c'est selon les régions. On a plus ou moins de manifestants. On verra demain. On verra demain, oui. effectivement. Regardez, les bus sont à 10 km de l'arrivée, avec ce final, on vous le rappelle, perturbé par les manifestants. On a l'impression quand même que c'est de pire en pire, mine de rien, sur cette Vuelta. Pas de coureurs mis en danger, des bonnes décisions qui sont prises, mais on a quand même peur pour cette fin de Vuelta, Louis-Pierre. Oui, aujourd'hui, on s'est parfaitement organisé. On a bien réagi pour assurer la sécurité des coureurs, pour que la course ne soit pas bloquée, pour qu'il n'y ait pas les coureurs au milieu des manifestants. Après, c'est quand même un défi de taille qu'attend l'organisation là, si elle veut terminer cette Vuelta jusqu'à Madrid, parce que ça prend de plus en plus, C'est en train de s'amplifier véritablement ces manifestations. On l'a vu avec aujourd'hui le fait de bloquer carrément à 3 km. Il y avait énormément de manifestants. Il devrait y en avoir autant dans les prochains jours. Ça sera compliqué également du côté de Valladolid. 30 km de contre-la-montre. Ça peut être tendu avec des coureurs qui vont passer un par un. Donc ça peut être tendu. Et puis bien sûr, cette arrivée dont on parle du côté de Madrid dimanche, où là aussi on sera dans une capitale, et forcément il peut y avoir encore plus de monde aussi qui viennent rejoindre ce mouvement. Donc ça va être un défi pour l'organisation de mener cette Vuelta à son terme. Messieurs, Egan Bernal, on l'a vu pas vraiment capable sur une partie de cette Vuelta de rivaliser avec les tout meilleurs. Aujourd'hui, il a été très fort. Est-ce que c'est aussi rassurant globalement sur ce qu'Egan Bernal peut proposer pour la suite? Oui, après il a changé complètement de casquette en l'espace de 3 jours. On l'a vu le même jour que Joe Ciccone, notamment dans cette étape qui passait par le Puerto de San Lorenzo, complètement lâché pied. À partir de là, il s'est dit le classement général c'est terminé, mais je vais m'amuser en essayant d'aller chasser les étapes. Déjà il y a 48 heures, lors de la victoire de Mats Pedersen, il faisait partie du groupe de tête, et aujourd'hui dans un final qui lui correspondait plus, il a réussi à prendre cette échappée. Et je pense qu'il doit quand même prendre du plaisir dans ce rôle de chasseur d'étapes, et on voit qu'il a encore des jambes pour les gagner. Et aujourd'hui, il fallait quand même aller la chercher. Il y avait du bon monde, il y avait des très beaux grimpeurs, et il arrive à faire une différence, notamment dans les ascensions avec Mikel Landa. Donc c'est une belle victoire pour Egan Bernal qui fait plaisir. Est-ce que par rapport à tout ce qui est arrivé à Egan Bernal, Louis-Pierre en reparlait, effectivement, est-ce qu'on peut envisager de le revoir parmi les tout meilleurs? Juste pour dire, accident, il était rentré dans un bus, 60 km/h. Il y avait eu 8 côtes cassées, luxofracture de la colonne vertébrale, fracture du fémur, fracture de la rotule, pneumothorax bilatéral et traumatisme facial. Autant dire qu'il revient de très très loin. Oui, mais dans un premier temps, on ne sait même pas s'il était capable de remonter sur un vélo un jour.
Voilà, après pas mal de soins, il est remonté sur un vélo. Alors ses premières sorties, je peux vous assurer, on les avait montrées à l'image, c'était une catastrophe. Et puis progressivement, il s'est reconstruit avec quelques hauts et beaucoup de bas, Egan Bernal, mais qui s'est toujours fixé comme objectif de revenir à un haut niveau. Alors je pense qu'il ne reviendra jamais au niveau qu'il avait avant son accident, notamment lorsqu'il remportait le Tour de France. Mais on voit que depuis son accident, notamment sur les courses par étapes, eh bien, d'année en année, il est de mieux en mieux. Il est capable d'être avec les meilleurs grimpeurs. C'est vrai qu'il a eu une journée sans, mais en début de Vuelta, il nous impressionnait. Il disait d'ailleurs, je rêve de terminer encore une fois sur le podium de la Vuelta. Il ne terminera pas sur le podium de la Vuelta, mais il sait d'où il vient. Et parce que quand vous jouez le général et que vous perdez 15 minutes, qu'est-ce qui se passe en général? Vous êtes démobilisé. Vous avez même plus envie de vous battre pour aller chercher des victoires d'étape. C'est pas Egan Bernal. Lui, il se sent miraculé, il dit bon tant pis, mais je vais essayer d'aller chercher un succès d'étape. Et on sent bien dans ce sprint avec Landa, il y va avec les tripes. Il la veut cette victoire, même si c'est pas sur la véritable ligne d'arrivée. Bon, ils se sont un peu plantés de ligne d'ailleurs. Oui. Officiellement, il est en tête sur la ligne d'arrivée, et Mm. puis il est encore en tête sous la banderole indiquant les 8 km. Mais c'est vrai que les coureurs ont été avertis eux aussi au dernier moment, à 15-20 minutes de l'arrivée. On voit cette ligne indiquant 8 km de l'arrivée. Donc les coureurs pensent que c'est la là, ligne blanche. mais c'est la ligne blanche qui a été matérialisée. Voilà, et bon, Bernal, pour être sûr, il continue. Puis ce qui est marrant aussi, c'est après, on a toujours le doute, on le sait. Regardez Bernal, il dit on fait quoi? Je me méfie, je relance presque. Parce que ils ont tous l'information, Oui. mais on a toujours le doute, coureur. Il va demander à Landa, bon, c'est fini, C'est bon t'as les bonnes informations. Et là, Mikel Landa va lui dire oui, c'est terminé. Mais c'est vrai qu'on a été surpris. Je pense que les coureurs ont été surpris et Egan Bernal, il l'a pas vu. Hein, Parce qu'on a vu Il y a le le photographe. monsieur qui lève la main là, Et le pour dire photographe c'est là. qui s'écarte juste à temps. Hein, Oui. Parce que lui, il pensait que les coureurs allaient s'arrêter au passage sur la ligne et on voit le photographe qui recule au moment où Bernal et Landa arrivent. Il a eu chaud, lui. Mais il aurait pu se faire avoir, parce que si lui, il était focalisé sur la ligne des 8 bornes, il n'aurait pas vu la ligne, il aurait lancé un petit peu trop tard, il se faisait avoir. Mais bon, il est passé la vraie ligne en tête et les 8 bornes en tête, donc voilà. Et voilà, on a perdu Pas de le risque. cyclisme à l'ancienne. Normalement, tous les commissaires, tout ça, tous les chronométreurs. Ça vous plaît, hein? Non, mais il y a quelques années, ils avaient tous un drapeau à damier. À l'ancienne. Alors maintenant, il y en a plus parce qu'il y a les photos finish, il y a toutes les cellules, il y a les panneaux qui nous indiquent l'arrivée. Donc on n'a plus dans le coffre un drapeau à damier. Là, on l'a vu avec sa petite main. Voilà, c'est l'arrivée. On aurait dû demander en 15-20 minutes, je sais pas, aller chez la voisine, sortir Trouver un un bout de rideau. drap et sortir une petite bombe et faire un drapeau à damier de fortune. Mais s'il y a eu un drapeau à damier, je peux vous assurer que les coureurs sprintaient uniquement sur la ligne d'arrivée. Ils ont été un peu perturbés. Bon, vous allez me dire, sur la ligne ou sur la ligne indiquant les 8 derniers kilomètres, on aurait eu le même vainqueur. Donc pas de regret pour Landa. Il faut prévoir, hein, parce que pour en avoir d'autres, des arrivées comme ça. Oui, c'est vrai que maintenant ils vont peut-être le prévoir le je drapeau. pense, Ah bah je oui. rigolais pas, mais je pense. Bah oui, Ne c'est fort parlez pas probable. de malheur. Regardez d'ailleurs cette image également de Marc Soler qui était un peu perturbé au passage de la ligne. Forcément, ça a perturbé tout le monde. Parce que est-ce que tout le monde est au courant en fait? Est-ce qu'on a le temps de prévenir tout le monde? Comment ça se passe en fait? Je pense que certains coureurs ne le sont pas. Alors, parce qu'on rappelle, hein, l'information est arrivée tardivement sur les ondes de Radio Course. Je pense que la décision a été prise il y a longtemps, il y a beaucoup plus de temps, mais on ne voulait pas non plus qu'il y ait un mouvement de foule, qu'on n'est pas loin de la ligne d'arrivée, et je pense que moins une demi-heure avant, on le savait. Mais on n'a pas voulu le donner, on n'a pas donné l'information à tout le monde, donc on a donné évidemment les voitures de directeurs sportifs, lorsqu'ils ont eu l'information sur Radio Course, ont répercuté à leurs coureurs. Voilà, c'est ainsi, ligne d'arrivée à 8 bornes de l'arrivée, on bloque les temps. Mais les coureurs qui sont, parce que on rappelle, les voitures, c'est simple. On a on a que 2 voitures de course, donc 2 voitures qui ont des informations. La première voiture qui suit les leaders, on va prendre Visma. On a la voiture qui suit Vingegaard. Donc Vingegaard est au courant, Bentulet est au courant, Jorgensen est au courant. Et ensuite, il y a une deuxième voiture qui a également l'information. La deuxième voiture, elle est où?
La deuxième voiture, Visma, elle est certainement derrière le dernier coureur de son équipe. Alors peut-être Dylan Van Baarle, qui s'est complètement relevé, qui va finir à 20-25 minutes. Donc là, on va donner l'information. Mais les coureurs qui sont intercalés dans la campagne, qui sont à 10 minutes de la tête, mais 10 minutes devant Dylan Van Baarle, si vous êtes dans un gros groupe, il y a forcément des coureurs qui auront eu l'information via leur directeur sportif, mais vous êtes tout seul dans la campagne. Ben vous en savez strictement rien. C'est au moment où vous passez sur la ligne qu'il y aura évidemment des gens qui vont vous arrêter. Mais je reste persuadé que, voilà, entre la tête de course et le dernier gruppetto, il y a des coureurs qui n'étaient pas forcément au courant de cet incident. Jonas Vingegaard, lui, vous allez le voir, est relativement détente en attendant les bus. On vous rappelle que les coureurs sont toujours en train d'attendre les bus, qu'on puisse venir les chercher. Voilà, on fait de petites photos, des petits selfies, forcément. Les gens qui sont à côté, eux, c'est tout bénef. On se fait un petit point, Louis-Pierre, sur le classement général pour qu'on y voit plus clair, s'il vous plaît. Bien sûr, avec grand plaisir, Géraldine. Jonas Vingegaard qui est toujours en rouge, on l'a dit. Le grand perdant de cette journée s'appelle Félix Gall. Alors, grand perdant ou pas, finalement, parce que l'addition aurait pu être plus salée. Et il n'y a que Giulio Pellizzari qui lui passe devant pour 3 secondes. Le coureur porteur du maillot blanc de la formation Red Bull Bora-Hansgrohe. Quand on regarde derrière, Arcetelo est à 4,53. Je sais pas, hein, peut-être que Félix Gall aurait pu être passé également par le coureur américain. Et puis on notera également un changement entre le 9e et le 10e. Junior Le Cerf a perdu du temps aujourd'hui. C'est Thorsten Train qui gagne une place. Ça recule pour Junior Le Cerf. Et attention parce que Matteo Jorgensen est 11e juste derrière, pas très loin. Et puis on ne le voit pas ici à l'image, mais sachez qu'Egan Bernal est passé de la 14e à la 12e place aujourd'hui. Il est désormais à 9 minutes 36 et il est quand même à 3 minutes de Thorsten Train. On verra dans les jours prochains si le Norvégien arrive à tenir, mais pourquoi pas avoir un Egan Bernal dans le top 10 à l'issue de cette Vuelta. Rappelons qu'il avait brillé sur le Giro en début d'année avec une 7e place au classement général final.